Bonjour Najwa. Bonjour Catherine. Alors c'est le deuxième épisode de Plier le Game, notre podcast qui accompagne le projet de recherche en sciences participatives qu'on mène avec Alsace Digital et l'Université de Strasbourg autour de jeux vidéo et compétences. Alors, en premier temps, on va peut-être d'abord se présenter. Je te laisse l'honneur, Najwa, de te présenter. Donc, Najwa Mobib. D'abord, merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être ici. Donc, je suis Najwa Moïb, professeure de sciences de l'éducation et de la formation à l'Université de Strasbourg. Et moi, je suis Catherine Mosser. Donc, je travaille pour Alsace Digital, qui est une association du territoire qui travaille sur le numérique et toutes les incidences que peuvent avoir le numérique sur la société, en innovation, en création d'entreprises et en développement de compétences. Ça a été notre nouveau champ d'investigation. Alors, pour faire un petit retour en arrière sur le podcast, l'épisode précédent, on avait invité Julie Mulot, qui est membre du bureau d'Alsace Digital pendant quelques années, qui a proposé de faire une enquête, comme ça c'était son projet, autour des jeunes et du jeu vidéo. Ça, c'était le départ. Donc, je vous invite à regarder l'épisode ou à écouter l'épisode précédent du podcast, donc Plier le Game, pour découvrir pourquoi on en est arrivé à proposer à l'université ce sujet, donc jeux vidéo et compétences, à l'université de Strasbourg. Donc, on a répondu à un AMI, un appel à manifestation d'intérêt de Opus. C'est le service de l'université qui s'occupe de la partie ouverture des sciences vers la société, vers le public. Et on leur a dit, nous, on aimerait bien chercher, en fait, si il y a des compétences, en fait, autour de ces jeux vidéo. On en parle beaucoup. On voit bien que dans le sport, c'est beaucoup plus facile de se dire, OK, on joue à un sport d'équipe, on met dans son cerveau, enfin, qu'on sait, petite case comme ça, voilà, nous, on sait travailler en équipe. Il y a des parallèles qui sont automatiquement, voilà, je suis endurant. Il y a comme ça des caractéristiques. Avec le jeu vidéo, on n'en avait pas trouvé dans la littérature et autour de nous. Alors non seulement dans l'association, mais aussi dans nos vies privées, parce qu'on est maman d'ado. Ils jouaient quand même. Il y a quand même une grande partie de leur vie qui n'était pas forcément valorisée, ni sur les CV, ni dans leur façon de s'exprimer aussi, dans leur processus de fierté, en fait. Il y a aussi ça, donc on va y revenir. Et je raconte un peu le début, là. Et donc, on a répondu à cet appel, on a été sélectionnés, et dans la phase d'accompagnement, nous, on s'est dit, ce qu'il nous faut pour faire de la recherche, c'est un chercheur, parce que nous, on ne sait pas faire de la recherche. Et ce qui est important, en fait, dans la recherche, et après, on pourra y revenir, c'est que si c'est nécessaire, c'est d'aller au-delà de l'intuition. Puisque, voilà, passer tout ce temps, on voit bien, rien que les manettes, ils ont une meilleure dextérité que nous. Donc, voilà, il y a quand même des choses que tu apprends, que tu acquiers. Mais est-ce que c'est des métriques? Est-ce qu'on peut l'affirmer? Donc, voilà. Et dans cette recherche, en fait, de partenaires académiques, on a fini par effectivement développer le projet avec le laboratoire Lilpa et Laurence, qui est une de tes super collègues. Oui. Mais en même temps, on t'avait rencontré et tu avais tout de suite dit « Waouh, c'est super, ça me passionne, j'ai pas trop le temps, mais je fais tout mon possible pour accompagner Laurence. » Donc voilà, c'était juste pour faire une petite introduction. Et si le premier, le premier échange qu'on peut avoir aussi, c'est aussi peut-être définir pourquoi ça te semble important de participer à ce projet. Je me souviens très très bien quand tu m'as contactée parce que j'avais un double sentiment, à la fois un intérêt et je vais te dire pourquoi, et puis en même temps, oh là là, mais quand est-ce que je vais pouvoir trouver le temps de me lancer dans ce projet, parce que j'en ai aussi plein d'autres. Alors le premier intérêt, il était personnel, et je crois que c'est une des premières fois que ça m'arrive. Il se trouve que j'ai aussi un petit garçon qui entre dans l'adolescence, qui adore les jeux vidéo,
Et en tant que maman, ben, je savais pas, enfin, je sais pas toujours comment réagir, comment l'accompagner. J'ai pas d'a priori, sur le numérique, sur les technologies, dont font partie les jeux vidéo de manière générale, mais en même temps, ben, c'est une technologie que je connais, pas très bien et donc je me suis dit: «Tiens, pourquoi pas, ça va être l'occasion pour moi d'en savoir, plus». Et le deuxième intérêt, et c'est ce qui, motive ma participation, c'est le mot compétence. Il se trouve que, j'ai fait ma thèse sur les compétences, que je m'intéresse aux compétences depuis, une quinzaine d'années maintenant. Donc c'est un objet d'étude, voilà, que je triture, que je questionne, que j'interroge dans différents espaces et je ne m'étais jamais aventurée dans l'espace du jeu avec les compétences. J'ai travaillé sur la compétence professionnelle, sur les compétences, numériques, sur les compétences aussi qui sont liées, alors les compétences transversales, les soft skills, on pourra peut-être aussi en parler tout à l'heure, voilà, mais les compétences liées aux jeux vidéo, ça jamais. Et puis peut-être quand même un intérêt aussi, alors toujours scientifique, c'est que par rapport à la population qui est concernée, donc les jeunes, il se trouve qu'il y a quelques années, je me suis engagée dans une recherche sur un terrain associatif où on est allé regarder comment on pouvait accompagner des jeunes sans qualification à la formalisation et à l'explicitation de leurs compétences parce qu'on s'était rendu compte, en tout cas c'est ce qui remontait du terrain et en réalité on retrouve ça aussi sur le terrain de l'université, c'est que les étudiants ou les jeunes, ou même en réalité les personnes, hein, ont du mal à formaliser ce qu'ils savent faire, ce qu'ils savent même parfois trop bien faire. Donc voilà un petit peu ce qui m'a motivée à vous rejoindre au-delà aussi de l'équipe qui est extrêmement sympathique. Merci. Et c'est vrai qu'on reviendra dans chacun des trois effectivement éléments qui ont fait que tu t'es impliqué dans le projet, parce qu'il y a effectivement la partie de comment est-ce qu'on auto-déclare une compétence, parce qu'on c'est vraiment de ça dont on parle, hein, quand on doit faire un CV, et Mm. comment on peut affirmer qu'on a une compétence. Parce qu'en fait, dès le départ, il y a ce mot compétence, en fait, qui, pour tout le monde, signifie peut-être quelque chose d'autre. Mm. Et qu'est-ce qu'on me demande au fait de retranscrire quand on me demande alors Mm. quelles sont tes compétences? Ouais, là, je trouve que tu soulèves justement un premier problème de la compétence, qui est une notion simple, mais pas si simple, hein, pour reprendre l'intitulé de la dernière intervention que j'avais faite avec vous. Euh, la compétence, bon, c'est un mot qui est ancien hein, en français, je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais je trouve que c'est important quand même de le dire. C'est un terme qui nous vient du droit et qui, donc, on retrouve des premières désignations à la fin du XVIe siècle. Donc, quand on regarde hein, les dictionnaires de l'Académie notamment, et qui renvoie à la reconnaissance d'un pouvoir d'agir. Et entre-temps, donc la compétence a fait son chemin, elle a rejoint d'autres domaines comme celui de la linguistique. Donc dans les années 60, hein, on a vu des premières conceptualisations et il faudra attendre les années 80 pour que le terme se diffuse dans le langage courant, un peu comme on l'entend aujourd'hui. Sauf que qu'est-ce qu'on entend par compétence? Eh bien, selon le milieu, selon qui emploie ce terme, eh bien, il ne veut pas tout à fait dire la même chose. Donc on ne va pas refaire là, voilà, je ne vais pas faire, comment dire, vous dresser la liste de toutes les définitions, j'y arriverai de toute façon pas. Dans les années 2000, moi j'avais recensé une centaine de définitions. On est en 2026. Alors, ce que j'ai quand même pu observer sur les 20 dernières années, c'est que il y a une définition qui revient toujours, qui est très simple, mais qui n'est pas complète pour autant, qui est celle du triptyque savoir, savoir-être, savoir-faire. Définition du dictionnaire, mais finalement qui rend quand même assez bien compte de ce à quoi renvoie la compétence. Aujourd'hui, il y a une définition qui fait consensus, mais dans le milieu de l'éducation, qui est une définition qui est donnée par un collègue québécois, Jacques Tardif, qui définit la compétence comme un ensemble, comme un savoir agir complexe qui repose sur une combinaison efficace de ressources internes,
donc des dispositions individuelles et externes. Donc voilà, ça peut être le recours à des technologies, à une base de données, dans une famille de situations données. Alors on pourra en reparler, mais quand même quelque chose aussi que je voulais dire, parce que tu l'as aussi évoqué, c'est le caractère équivoque de la notion de compétence. Euh, c'est pas uniquement le cas de la notion de compétence. On va retrouver ça avec d'autres notions, comme les notions de professionnalisation, d'innovation, de numérique. Hein. Si tu regardes, tu fais une revue de littérature et que tu veux regarder les définitions même qu'en donnent les chercheurs, tu verras qu'il y a tout un tas de définitions qui vont plus ou moins se rejoindre. Et si on fait un micro-trottoir, c'est pareil. Alors, il y a des chercheurs qui appellent ça un concept mobilisateur. Ou, alors moi, je préfère l'expression de notion en usage, parce que je la trouve plus facile à manipuler, et qui veut tout simplement dire qu'il y a des termes, enfin ces termes-là qui renvoient à plein de significations qui sont polysémiques, voire parfois polémiques. Eh bien, c'est parce que ce sont des termes qui ont été forgés par les acteurs de terrain pour guider leur action. Et donc, ça peut expliquer cette profusion de compétences et De de définition. définitions, mais tu m'auras comprise. Euh, Ce que je voulais aussi dire, c'est que quand on regarde la notion de compétence, elle a peut-être aussi une particularité, c'est qu'elle est constamment déclinée. Compétences numériques, compétences sociales, compétences non académiques, compétences professionnelles, compétences ludiques, compétences... Et c'est comme si il fallait à chaque fois ajouter un terme pour bien contextualiser, pour bien dire de quel type de compétences on parle. Ouais, que ça se suffit pas à soi-même. C'est ça. Et c'est vrai que nous, par exemple, dans la médiation, et ben, du coup, dans la médiation numérique, c'est un autre exemple, mais on parle jamais de la même chose. En fonction des personnes avec qui on parle, derrière, on parle jamais de la même chose. Est-ce que c'est de l'accompagnement aux usages du numérique? Mhm. Est-ce que c'est de la médiation informatique, du coup, des sciences informatiques? Enfin, voilà, il y a plein de cas. C'était juste pour en rajouter un Ah oui, oui, exemple. oui. Il y a plein de cas où, effectivement, ça... C'est les acteurs qui ont mobilisé parce qu'ils trouvaient pas d'autres mots et ils avaient besoin d'une sorte effectivement, de mots valises qui puissent avoir leur représentation. Mais c'est vrai que ce que moi j'aime bien là, c'est entre la définition de tardif et la définition initiale, ce pouvoir d'agir, en fait, effectivement, il y a quelque chose qui est quand même resté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut reprendre par rapport aux jeux vidéo, Mm. tu agis sur l'environnement, tu agis voilà, en tuant les autres, si on prend Fortnite. Mais voilà, et en mobilisant tes compétences de se repérer dans l'espace, en prenant des armes. Et en fait, il y a quelque chose dans le jeu où pour avancer, tu es obligé d'agir, en Mm. fait. Et c'est quelque chose qui n'est pas passif, en fait. Tu es, en mobilité Oui. et tu es dans l'action, en fait. Dans le jeu vidéo, tu n'es pas... voilà, tu as une action qui est multichamp. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. Et c'est ça qu'on a dû voir aussi avec toi, de quoi on parlait quand on parlait de jeux vidéo et compétences. Après, et c'était ça qui était important, c'est pour ça qu'on a fait appel à des chercheurs, parce que, de fait, on pourrait avoir des a priori en fonction de notre intuition, en se disant, bah voilà, un jeu vidéo, ça te permet de mieux te repérer dans l'espace, ça te permet, enfin, il y a plein d'exemples, hein, d'avoir une meilleure dextérité, mais on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Et quand on parle de jeux vidéo, en fait, allez déjà voir ce qu'on étudie. Nous, l'objet de l'étude, c'est comment est-ce qu'on joue. En fait, on étudie le joueur et sa façon de jouer. Et après, effectivement, comment est-ce ce qu'il arrive à mobiliser, parce que maintenant c'est ça, hein, arrive à mobiliser pour pouvoir agir dans le jeu. Et par rapport à ça, dans la notion de compétence, on va peut-être continuer juste à explorer ça. Nous, la question qu'on a, c'est... Enfin, on a deux questions. C'est-à-dire qu'effectivement, on a besoin de vous pour que d'autres personnes puissent se dire, OK, ben, tu joues à tel jeu, d'avoir un espace de discussion. Et ces personnes-là, elles sont souvent là pour accompagner le jeune, soit dans son choix d'études, dans l'orientation, soit dans, OK, ben, tu cherches un métier, qu'est-ce que tu as fait, puisque les derniers temps, bah, tu n'étais pas forcément en études, tu n'étais pas forcément en emploi, et souvent, bah, ils disent, bah, je joue et du coup, je fais rien de ma vie. Ce qui n'est pas vrai, mais c'est comme ça qu'ils le vivent, en fait. Et là, en fait, on doit les accompagner à se dire, bah non, mais nous, on avait besoin de vous pour avoir une légitimité.
et la recherche. Tu peux un peu nous expliquer comment tu vas aussi, toi, en tant que chercheuse, dans cette posture-là, d'aller au-delà de l'intuition et au-delà de ce que tu pourrais croire, en fait. Oui, alors moi je trouve que c'est intéressant le mot que tu emploies, intuition, parce que c'est vraiment de là dont on part. Et pour nous, chercheurs, il va falloir qu'on passe de l'intuition à l'hypothèse. Et ça, c'est majeur parce que l'hypothèse, elle suppose que on va partir de ce qu'on sait déjà sur le sujet. Donc, alors moi, je suis plutôt spécialiste de la compétence, hein. On a des collègues qui sont plutôt spécialistes du jeu. Et puis, on va travailler ensemble pour voir justement quels sont aujourd'hui les résultats de recherche sur lesquels on va pouvoir s'appuyer et à partir desquels on va pouvoir formuler des hypothèses. Donc, ces hypothèses-là, tu vois, on va aller plus loin que l'intuition. C'est-à-dire qu'on ne va pas simplement regarder ce qui se passe ou partir des constats qui sont faits du terrain, mais partir des résultats de recherche qui peuvent parfois être totalement contre-intuitifs. Et tu vois, quand tu parles du projet en disant, enfin, en évoquant les finalités, il y a plein de choses en réalité dont il va être question. Il va être question de reconnaissance, il va être question d'inclusion, il va être question d'estime de soi aussi chez les jeunes. Donc, est-ce que ce sont des dimensions dont on va aussi tenir compte, qu'il va aussi falloir peut-être mesurer? Parce que, bien sûr que le projet en lui-même a vocation à déboucher sur la mise en place d'un référentiel de compétences pour accompagner des jeunes vers l'insertion professionnelle. Mais tu vois, on pourra peut-être aller aussi plus loin que ça en fonction justement de ce qu'on va pouvoir observer, de ce qu'on va pouvoir mesurer. Donc, Et de demande des oui, jeunes, puisque c'est un projet de sciences voilà, participatives où on tout à fait. travaille, en fait, c'est une petite complexité, je voulais juste le rappeler, mais c'est que nous, on travaille avec les jeunes et les partenaires, donc les personnes qui accompagnent les jeunes, et on leur demande ce dont ils ont besoin aussi, et ceux qui regardent du terrain, et c'est vrai que ça donne une autre façon de rechercher, mais le but de cette véracité voilà, on a dû formuler ensemble la question de Oui. recherche, donc l'hypothèse dont tu parles, et maintenant, on va créer ensemble les conditions de réponse à cette hypothèse. Oui, oui, oui. Et puis, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'important, c'est qu'on est dans le contexte d'une recherche participative. Là, la manière dont je t'ai présenté les choses, on est dans une démarche hypothético-déductive où le chercheur fait sa revue de littérature, pose sa question. Évidemment que c'est pas comme ça que ça va se passer dans les faits, puisqu'il va y avoir une confrontation, mais au C'est ça, sens noble du terme, hein, exactement. pas, pas une dispute. Et d'ailleurs, même en science, quand on parle de dispute, c'est plutôt C'est une positif. controverse, ouais. Parce qu'une discussion, moi j'aime bien ce que disait Karl Popper, un épistémologue, c'est que pour qu'il y ait une discussion fructueuse, plus l'écart sera grand entre les opinions des personnes et plus il y a de chances que la discussion soit intéressante. Donc c'est C'est vraiment ça. dans cette logique-là qu'on s'inscrit. Et donc pour en venir à ta question précédente sur comment est-ce qu'on va s'y prendre, alors le cahier des charges, en tout cas, ce qui stipule pour le moment, c'est la mise en évidence et l'observation de ces compétences. Donc, je pense, sans aller trop loin non plus, puisque c'est Laurence C'est Laurence, Sachemolle tout à qui fait. coordonne ce projet, mais je pense qu'on va d'abord justement aller sur le terrain et aller observer ces compétences. Alors, comment on observe des compétences? Parce une compétence, là, on a des objets autour de nous, j'ai des plantes, ça se voit pas comme ça à l'œil nu. Et c'est pour ça que nous, en tant que chercheurs, ce qu'on utilise, nos outils, ce sont des concepts, ce sont des outils intellectuels, des catégorisations abstraites qui nous permettent de voir ce qu'on ne peut pas voir. Si j'étais biologiste, j'utiliserais un microscope. Là, on va utiliser des concepts. Et donc, la compétence, on va aller la voir grâce à des méthodes qui existent, qui sont bien développées en sciences de l'éducation et la formation, et en particulier dans le courant de ce qu'on appelle l'analyse de l'activité. Je pense notamment à la didactique professionnelle ou à la clinique de l'activité, où il y a des méthodes où le chercheur va être outillé pour aller sur le terrain et aller mettre en évidence ses compétences à travers des observations, en filmant, en faisant des autoconfrontations croisées. Et voilà, Je ne donc sais pas si les gens savent tout à fait ce oui, que c'est une autoconfrontation oui, bon. croisée. Une autoconfrontation croisée, pour faire simple, c'est on va aller filmer, par exemple, un joueur, une joueuse. Et puis ensuite, on va l'inviter à regarder cet enregistrement vidéo. On va lui poser un certain nombre de questions pour justement mettre en évidence ces fameuses compétences. Et puis ensuite,
On va aussi appeler une autre personne, donc une autre Un personne, autre regard. un autre joueur, et puis on va confronter ces deux regards. Voilà. Et donc ça permet d'avoir des retours plus riches et puis plus fins aussi pour pouvoir mettre en évidence ces compétences qu'on veut faire ressortir. Ouais, et en fait, c'était juste que c'est déjà ça la difficulté, c'est-à-dire d'arriver à s'exprimer, Oui, oui. Alors, et ouais, mais vas-y, non, non, vas-y, non, vas-y, vas-y. vas-y. Non, mais Non, c'est vas-y. super important, je t'en prie. Non, non, mais continue. Oui, oui, mais alors ça, c'est aussi un autre problème que soulève la compétence, c'est que comme ça relève du langage de l'action, tu l'as beaucoup dit tout à l'heure, la compétence est indissociable de l'action. Ouais, c'est ça. Et le problème, c'est qu'on n'a pas toujours ce vocabulaire. Et d'ailleurs, je pense, tu disais aussi que tu avais des enfants, je suis sûre que ça t'est déjà arrivé, ou des fois, t'expliques quelque chose, tu es en train de le faire, et puis à un moment, tu regardes ton gamin, et puis tu lui dis, non mais regarde comment je fais. Tu vois, C'est ça. parce qu'on n'a pas les mots pour le dire. Et donc, ça aussi, c'est pas facile. Et puis, la recherche montre aussi que plus on sait, plus on est expert et moins on sait comment on fait. Et il y a des exemples comme ça qui sont donnés dans la littérature, alors littérature scientifique, avec les pianistes notamment. Tout à fait. C'est un Voilà. bon exemple, tu peux en parler. Effectivement, mais pour comprendre effectivement comment, mais c'était un très bon, tu peux l'évoquer. Oui, bah, c'est simplement que quand on demande à un expert, en général, de dire comment il fait. Alors, moi, je joue pas du piano, ma fille en fait, donc je joue un petit peu. C'est qu'à un moment donné, ben, il y a plus les mots pour expliquer comment faire. Et puis, en revanche, si tu demandes à un novice, bah, comme il est en apprentissage, eh bien, il va être en mesure de décomposer la manière dont il procède. Parce que tout à l'heure, quand je disais un peu vite, la compétence, c'est un savoir agir complexe, on peut se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la compétence, elle mobilise la connaissance dans l'action. Et il n'y a pas... Enfin, parfois, j'entends des chercheurs ou des enseignants surtout faire cette opposition entre compétence et connaissance. Mais non, il n'y a pas de compétence sans connaissance. Et apprentissage? Alors, dans quel sens tu veux dire? Bah justement, le mot apprentissage, comment entre Oui, connaissances, d'accord. compétences, où est-ce que tu le places? Alors, bah, ça dépend. Si tu regardes l'apprentissage comme un processus ou comme un produit. Si tu regardes le produit de l'apprentissage, tu peux parler de connaissances, tu peux parler de compétences, tu peux parler de performance. Mais si tu parles du processus, là, tu vas plutôt t'intéresser aux stratégies que tu vas mettre en œuvre, les stratégies cognitives, métacognitives, affectives, donc tout ce qui va être motivation, persévérance, sentiment d'efficacité, les croyances que l'on a en ses capacités à réussir ou pas. Et c'est bien ça qu'on retrouve aussi dans le jeu vidéo, en fait. Oui, C'est pour ça que je t'en parle, parce que, oui, tu vois, tout ce que tu viens d'évoquer, ben c'est un terrain sur lequel le jeu vidéo travaille, en fait, quelque part, pour nous emmener à faire plein d'actions. C'est vraiment, il y a vraiment un champ d'études très large là-dessus. oui, tout à fait. Mais, et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que dans certains jeux, c'est préconçu, en fait. Ils travaillent là-dessus pour nous inciter à faire certaines actions. Donc c'est vrai que, en fait, finalement, c'est des compétences induites même. Bah justement, je pense que ce qui va être intéressant, c'est d'aller voir ce que ça donne. Moi, ça m'a toujours intéressé d'aller analyser les effets des dispositifs qu'on met en place. Parce que tu sais bien, il y a toujours un écart entre, C'est ça. entre ce qu'on dit qu'on va faire et puis ce qu'on fait réellement. Mais Le c'est vrai travail, que c'est ça. Hein, dans le gameplay, c'est tout le travail aussi du gameplay et de comment les personnes s'en emparent après. Et c'est vrai que c'est toujours la problématique de la version du bêta du jeu, les tests du jeu. Et c'est vrai que dans l'industrie du jeu, c'est très très intéressant. Ça reste un jeu, en fait. Ça reste parce que Oui, tu as aussi travaillé sur les jeux et ça reste un jeu. alors oui, c'est vrai. Alors sur les jeux, j'ai travaillé pas pas sous un angle scientifique, mais plutôt pédagogique cette fois-ci. C'est- Là, c'est ma casquette d'enseignante en licence, donc en licence de sciences de l'éducation et de la formation. Il y a quelques années, on a décidé de mettre en place un module de formation dont l'objectif était d'amener nos étudiants à concevoir des jeux. Alors pourquoi? Parce que on se rendait compte que quand ils passaient de la première année à la deuxième année, souvent ils oubliaient
ce qu'on appelle les connaissances fondamentales. Et on était toujours un peu déçus quand on les avait en deuxième année et on devait leur répéter finalement ce qu'on avait vu ensemble. Et donc on s'était dit, alors là c'était une intuition pour le coup, c'était pas une hypothèse, bah tiens, et si on leur faisait faire un jeu de connaissances et de culture générale en sciences de l'éducation, est-ce qu'on n'arriverait pas davantage à les aider à consolider ces connaissances? Voilà. Et donc c'est comme ça que j'ai C'est- travaillé avec des spécialistes aussi du jeu, d'escape game, entre autres. Et c'est vrai que là, dans ce champ-là, nous, on n'étudie pas du tout les jeux sérieux. Oui, On étudie vraiment les jeux, ludique. ouais, ludiques de loisirs. Et, mais c'est vrai que parce qu'on peut faire un pas de côté parce qu'il y a cette question de la transférabilité. Mm. Parce que voilà, on va pouvoir dire peut-être qu'on va pouvoir observer des compétences, mais est-ce que ils peuvent être utilisés dans un autre champ? Ça, c'est toute la question. Alors, ouais, là aussi, c'est une question vraiment importante parce que les chercheurs sont mitigés. C'est pour ça que tout à l'heure, tu sais, j'avais insisté sur la dernière partie de la définition que donne Jacques Tardif dans une famille de situations. Euh, Aujourd'hui, les chercheurs sont quasiment unanimes sur le fait qu'on ne peut pas transférer une compétence d'un contexte à l'autre sans qu'il n'y ait de lien entre ces contextes. Et alors moi, je l'ai Mais il y observé. fait comment le lien? Ben, je vais te donner un exemple très concret. En plus, on en a fait une recherche. On a des étudiants, donc on avait des étudiants d'une même promotion. Alors, ce n'était pas des compétences, c'était des stratégies, mais ça se rapproche complètement. C'était des stratégies d'autorégulation, donc de planification, d'anticipation de l'activité. Et sur la même année, donc on les a fait participer à 2 dispositifs différents. Un dispositif très contraint avec des balises, des rendus très réguliers, et un autre dispositif où ils pouvaient s'organiser comme ils voulaient. À la fin du premier dispositif, donc, on voyait qu'entre le début et la fin, l'autorégulation des étudiants avait augmenté. Les mêmes étudiants, soumis à un contexte différent, dans la même formation, étaient plus en mesure de mobiliser ces stratégies d'autorégulation. Parce qu'ils n'avaient pas... Le contexte n'était pas le même. Le contexte n'était pas le même et ils n'avaient pas assimilé ce qu'ils avaient appris. Ouais. Alors ça rejoint ce que des chercheurs, notamment en ergonomie, montrent, qu'il n'y a pas de transférabilité d'un contexte à un autre et qu'il faut rester dans des familles de situations. Et de qui peuvent reconnaître ou pas, mobiliser ou pas. Et bien justement, Voilà. moi je pense que ce projet-là, ça peut être une belle occasion pour aller voir ça, pour aller explorer, parce que là, on sera dans 2 contextes différents. Un contexte de loisir, tu l'as dit tout à l'heure, C'est ça. où les gens sont là, jouent aux jeux vidéo pour le plaisir de jouer, pour le plaisir de gagner, pas pour le plaisir de développer des compétences. Alors si ils se fixent des défis, bien sûr, je le vois avec mon Bien petit sûr. garçon. Ils mobilisent, ils se fixent ça. Du coup, ils mobilisent d'autres Mais c'est pas savoirs, pour mais c'est pas pour. C'est pas pour répondre à C'est ça. l'objectif de performance de l'employeur. C'est Exactement. pas Pour faire plaisir à sa mère. Et avoir des bonnes notes en anglais. Oui, donc tu vois, et là, donc ces jeunes-là qu'on va accompagner et à qui on s'intéresse, l'idée c'est quand même qu'ensuite ils puissent valoriser des compétences développées dans un contexte qui engage une certaine disposition, dans un autre contexte où la pression n'est pas la même, où comment dire, les enjeux sont pas les mêmes. Je parle du contexte Bien sûr. professionnel. Donc, à voir. Mais est-ce qu'il y a un temps d'adaptation? Tu vois, on pourrait se dire qu'effectivement, ils n'ont pas réussi à le mobiliser parce qu'ils n'ont pas réussi à faire de lien entre différentes situations. Mais si on les aide à faire des liens cognitifs entre les situations, il y a peut-être des moments où c'est du coup plus rapidement mobilisable en fait. Il y a aussi ça en fait. Il y a peut-être des choses qui sont plus rapidement mobilisables que celles qui ne sont pas. On va parler de la dextérité. Alors Julie nous raconte toujours que les meilleurs chirurgiens, c'était voilà, actuels, puisqu'il y a beaucoup de chirurgie à distance et tout, et donc ils ont des joysticks, et ben c'est ceux quand même qui avaient joué aux jeux vidéo. Les autres y arrivent aussi, mais eux, le temps d'apprentissage est réduit en fait. C'est vrai qu'on peut peut-être imaginer, et c'est ça les dispositifs, là c'est vrai, on parle d'hypothèse, mais dans la transférabilité, c'est pas binaire en fait, c'est transférable, c'est pas transférable. Il y a peut-être quelque chose de c'est pas transférable, mais ça le devient si on fait des liens, et du coup l'apprentissage ou la mise en action est plus rapide. Alors, quand je t'écoute, je me dis, la question qu'on pourrait se poser, c'est à quelles conditions ça peut devenir transférable. Parce que quand je t'écoute, je pense par exemple à mes étudiantes mères de famille,
dans le master là, dans lequel j'interviens, je me suis rendu compte, au bout de quelques années, que très souvent, les majeures promos sont des femmes qui ont des enfants. OK. Alors, et je me suis demandé si justement elles s'organisaient pas mieux, si tu vois, elles n'avaient pas du fait d'avoir ces charges, cette responsabilité dans leur famille, bah, si elles ne parvenaient pas à les mettre en Ouais, œuvre c'est ça. pour pouvoir réussir, parce que bon, c'est une question que je me suis posée. Donc quand je t'écoute, je me dis, il faut voir. Il faut mesurer, il faut observer. J'ai pas de réponse, tu vois. Bien sûr. Mais c'est intéressant et c'est à étudier, et puis ça intéressera beaucoup de collègues. Mais c'est vrai qu'on peut pas se dire, en fait, c'est juste qu'on doit rester très humble par rapport à une Oui, recherche. En tout à fait, fait. là, même si on demande, on est déjà à la fin de la première année, on aura une Oui, première année. C'est vrai que quand on met face à des présupposés des jeunes et les personnes qui les accompagnent, et ben, faut qu'on soit très prudent aussi pour pas créer de frustration, pour pas, voilà, que la personne, voilà, on la mette en difficulté à formuler des compétences qui finalement elle n'aurait pas, mais qu'elle aura eu dans un jeu vidéo, mais qu'elle ne pourra pas développer dans un autre cadre. C'est pas le but, quoi. C'est pour ça que cette notion de transférabilité, elle est importante. Après, il y a d'autres compétences qui sont des compétences comme l'anglais qui revient très vite. En fait, qui là, bah, t'apprends l'anglais en jouant aux jeux vidéo. C'est juste le support, ça fait pas partie. C'est une compétence connexe en fait. oui, alors ça, c'est pour ça que ce sera vraiment important de formaliser les compétences que l'on va observer en étant extrêmement précis, parce que même, tu vois, là tu parles de l'anglais, mais il y a des différents niveaux. Donc, enfin, tu vois, débutant, expert. Donc tout ça, ce sera vraiment important comment dire, qu'on l'explicite avec justement ces jeunes, parce qu'on ne sera pas là dans une démarche prescriptive, surtout pas. Et je sais bien que c'était pas du tout là-dedans, pour te connaître un petit peu. Et pour aussi éviter ce que tu disais, je trouve que c'est très important, cette question de la désillusion parfois, quand on va faire croire ou promettre quelque chose. Je le vois dans d'autres C'est dispositifs ça. sur lesquels je travaille. Et effectivement, je pense que c'est très important d'être prudent avec ça. Donc voilà, formaliser ses compétences. Pour pouvoir les formaliser, il faut déjà qu'on puisse les observer, qu'on puisse ensuite, pourquoi pas, les mesurer, c'est-à-dire voir aussi selon le degré d'expérience, peut-être aussi selon le type de jeu auquel vont jouer les personnes, jusqu'où on peut aller. Ouais, tout ça, bon, bah, c'est en pleine discussion, hein. On fera ça petit à petit, c'est sûr. Et pour voilà, les dernières échanges, en fait, c'est vrai que là, nous, on est convaincus. On a aussi voilà, des enfants qui jouent plus ou moins avec Julie, ou qui streament plus ou moins. Voilà, on a chacune notre rapport différent au jeu, parce que nous, on Mm. a peut-être joué un peu, mais pas tant que ça. En fait, c'était quand même fonction de nos âges, le début ou pas. Mais souvent face à l'éducation nationale, où certains recruteurs, enfin, Mm. on sent quand même par rapport aux jeux vidéo beaucoup de préjugés. Et je pense qu'il y a aussi une barrière, parce qu'on parlait d'expression, qu'il y a une barrière à l'expression parce qu'on n'a pas envie de se faire juger, et qu'on a l'impression qu'en face, on ne va pas nous croire, en fait. Et c'est vrai que dans toute notre démarche, on essaye aussi sur le territoire de se dire: «OK, mais questionnez-vous, comment est-ce qu'on accompagne les jeunes, comment est-ce qu'on reçoit, en fait, ce qu'ils vont nous dire sur leurs compétences? Comment est-ce qu'on peut se dire: "OK, ben, on est en 2026, Mm. c'est le 10e art, le jeu vidéo, il a quand même été reconnu", il y a moi, je sais pas comment, expriment tes étudiants, mais moi, j'ai fait passer des oraux, bah, il y en avait aucun sur son CV qui avait mis, jeux vidéo dans le loisir, Mm. alors qu'il avait écrit, lecture, Mm. qui avait Mm. écrit, voyage. Je lui ai pas demandé, enfin, je leur ai pas demandé combien de temps ils ont passé à lire des vrais livres, et combien de temps ils ont joué. Enfin, oui, il y a pas de jugement, en Bien fait, ils sûr. peuvent faire ce qu'ils veulent, mais le truc, c'est que c'était pas écrit, en fait. Ouais. Alors, effectivement, en école d'informatique, c'est souvent écrit, mais il Oui. y a quand même pas que ça comme étude. Oui, oui, mais tout à fait. Mais c'est aussi un élément qui m'a plu, moi, dans ce projet, parce que les jeux vidéo, ça peut faire peur.
j'ai des souvenirs de discussions avec des parents de mamans qui avaient extrêmement peur des dérives et qui voyaient déjà leur petit enfant de 8 ans devenir obèse, enfermé dans sa chambre, dans le noir toute la journée. Donc oui, effectivement, il y a des préjugés. Et donc, je pense que c'est vraiment... Enfin, moi, je vous remercie pour l'initiative et je pense que c'est aussi le rôle des chercheurs, justement, de travailler sur ces mythes, de déconstruire des mythes. C'est des mythes. Après, on verra ce que ça va donner. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura que des bonnes nouvelles. Ça aussi, c'est important de l'avoir en tête. Et puis, c'est vrai qu'en plus, on est dans une période où on est en train de revenir sur les effets des écrans. Donc, c'est peut-être aussi un moment, et à juste titre, pour le coup, on est en train de voir aussi tous les effets délétères du téléphone portable, des réseaux sociaux. Donc, tout ça, comment dire, ça va pas dans le sens des jeux vidéo. Et en même temps, il y a le mot jeu. Donc les jeux, ça a plutôt bonne presse de manière générale. Je veux dire, on joue dans les familles. Et puis à l'école, maintenant, quand même, on a la ludopédagogie qui se développe. À l'université aussi, on voit. Alors, il y a des freins, il y a des réticences, il y a des résistances. En même temps, si tu regardes dans la musique, c'est pareil. Je veux dire, il a fallu des années pour qu'on reconnaisse certains styles musicaux. Donc, je pense que ça prend du temps. Et c'est grâce à des initiatives comme celle-ci que, justement, on pourra faire bouger les choses. Et je pense que la recherche peut, sans chercher à légitimer ou à dire c'est comme ça qu'il faut faire, mais à mieux comprendre. Pas seulement comment on peut mettre le jeu vidéo ou l'usage d'un jeu vidéo au service d'un projet professionnel, mais aussi poser des questions autour justement de la reconnaissance de jeunes sans qualification. Tu vois, donc Oui, les tiens, voilà, ils sont ça ouvre qualifiés. beaucoup de choses. Il y en a beaucoup de Oui. tes étudiants qui te disent je joue. Alors moi, j'avais une étudiante, mais qui n'a pas terminé, qui jouait, mais qui animait le soir des compétitions et qui a fait son mémoire là-dessus, mais elle n'est pas allée jusqu'au bout, malheureusement. Donc tu vois, là, ça n'a pas... Mais oui, certainement. Alors, j'en ai certainement qui jouent, mais c'est vrai que c'est Tu vois, pas... l'espace C'est d'expression pas n'est quelque chose... pas... Ben ouais. Oui, mais bon, j'ai quand même une étudiante qui a accepté de faire son mémoire sur le sujet. Donc, tu vois, ça bouge, ça bouge. Mais c'est ça. Et ça bouge, en fait, c'est que quelque part, on est aussi... c'est un sujet générationnel, en fait. Et c'est vrai que c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que quand on va dans les événements, en fait, il y a plein de personnes de nos âges qui viennent nous voir en disant moi, je veux bien contribuer parce que moi, ça m'a aidé. Moi, j'ai fini par l'affirmer. Mais voilà, ils ont déjà fait carrière, ils ont déjà trouvé, ils ont déjà réussi. Alors, il y a la particularité de l'e-sport, en fait, qui soit aide ou pas, on n'en sait rien, mais qui effectivement, là, il y a des jeunes, ils en font leur métier. En fait, ils en font d'abord une passion, puis après, ils deviennent professionnels. En fait, en tout cas, ils arrivent même à monétiser leur pratique. C'est-à-dire quand même aussi qu'il y a une reconnaissance de compétences, parce que sinon, il n'y aurait pas une monétisation. Et c'est vrai qu'on invite souvent Marc Berthold à témoigner, parce que lui, il a été vraiment... loin dans le e-sport, et quand il est rentré à l'EM, il l'a tout de suite déclaré, c'était quand même il y a quelques années, et en face, ils étaient assez ouverts d'esprit pour se dire, ok, qu'est-ce qu'il nous raconte vraiment ? Qui est-ce qu'il est à travers ce récit-là ? Mais voilà, il avait en fait pu démontrer qu'il avait été champion, qu'il avait qu'il peut performer, et c'est vrai que peut-être plus il y aura de personnes de l'e-sport qui arriveront à avoir cette parole envers toute la société, être entendue en disant oui, mais moi c'était dur, quoi. Moi, je vais avoir une discipline de fer, je devais vraiment beaucoup m'entraîner parce que je devais acquérir ça. Et quand il en parle, c'est vraiment beaucoup de soft skills, c'est-à-dire qu'effectivement, cette capacité à s'entraîner, cette capacité à encaisser les défaites, cette capacité à se dire ok, à pas lâcher, à persévérer. à persévérer. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a il y a aussi un champ comme ça avec l'e-sport qui peut s'ouvrir comme il y a peut-être eu, et je ne sais pas si tu l'as étudié, dans d'autres disciplines. Je ne sais pas quel est l'impact en fait de la structuration d'une pratique. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, C'est-à-dire que
dans le foot, dans le basket, dans le sport. Après, dans la lecture, c'est quand même difficile. Oui, Il y a des concours et tout ça, mais il y a une sorte de structuration qui fait qu'il y a une visibilité oui. et qu'on donne la parole à ceux qui sont dans la pratique très haut, quoi. Mais Tu vois? ça, moi, je le vois, mais alors vraiment dans des champs totalement différents. Par exemple, le champ du travail social où ça s'est professionnalisé, ou encore, tu vois, hier, j'avais rendez-vous avec une péricultrice qui veut faire une thèse et qui m'expliquait que l'universitarisation de sa formation faisait que il y a une reconnaissance aussi de sa pratique aujourd'hui qui est différente. Je le retrouve aussi dans le domaine de l'ostéopathie. Donc oui, il y a, comment dire, des reconnaissances de pratiques qui passent par la professionnalisation, l'universitarisation, mais c'est autre chose. On n'en est pas là, là, avec les jeux vidéo, on va pas... Bah, on peut Est-ce y que... faire le parallèle avec les Game Labs. Il Ouais. y a un Game Lab à Metz. Il y en a aussi en Belgique. En fait, c'est vrai que le rôle de l'université, finalement, dans cette reconnaissance de cette parole, dans cette reconnaissance de cette pratique, elle est quand même vraiment importante, en fait. Bah, l'université, elle légitime. Tu Ouais, vois, c'est ça. quand il y a une formation, par exemple, là, on parle des sciences infirmières, ben, il y a une légitimation qui passe par l'institutionnalisation. Est-ce qu'il va y avoir des formations aux jeux vidéo, tu vois? Enfin, ou en tout cas à l'usage, alors à la conception, certes, ça existe déjà, hein, on forme des gens à la Tout à conception fait. de jeux. Donc, oui, je pense que c'est en train de bouger. En tout cas, on est peut-être à un moment de bascule aussi. Mais c'est Tu vrai que vois? pour l'instant, c'est pas forcément l'université qui, en France, s'est emparée de la conception des jeux vidéo. Non, c'est Tu plutôt vois? des écoles professionnelles. C'est plutôt des écoles professionnelles, en fait. Oui. C'est vrai que l'université étudie ça comme un art, mais, Ouais. mais le conçoit pas. En fait, l'étudie comme un objet artistique. Mais il y a encore des champs où elle s'est pas insérée, en fait. C'est vrai que mais ça Oui, progresse, hein. là où voilà, où on peut apporter quelque chose, c'est typiquement dans comment dire, les expériences de recherche, où là, quand même, on pourra, rendre visibles des choses qui ne le sont pas et puis, permettre aux gens de mieux comprendre. Parce que tout à l'heure aussi, ce que tu mettais en avant, c'est le fait que les personnes qui jouent aux jeux vidéo, elles vont pas le crier sur la place publique parce que c'est mal vu et ça a rien à voir avec l'université, c'est plutôt un Bah, phénomène il y a quand social. même un pont de plus l'université. Ce que tu disais, il y a une légitimité. Oui, Plus, en fait, il y aura euh, quelque part d'endroits où c'est légitime. Tu vois, comme accompagner. Il y a plein d'universités qui travaillent en fait sur le sport, le management. oui, Il y a plein d'ouvertures et il y en a quand même qui travaillent maintenant sur l'e-sport. Il y a quand même oui. certaines Oui, en tant qu'objet ouvertures. d'étude, oui, ça, c'est C'est un ça. objet d'étude de toute Un objet façon. d'étude et un Oui, objet de mais de formation formation, mixte, mais ouais, c'est vrai, à Lille, ils commencent oui. à Comme travailler et là-dessus, puis le ouais. collègue qu'on avait entendu, notre collègue belge de Louvain, Oui, qui tout était à fait. venu Ouais. parler de ce qu'il faisait Pour le avec Game ses Lab, ouais. étudiants. Thibaut Philippette. Oui, voilà. On passera, en fait, c'est vrai on l'a enregistré, mais voilà, c'était pour un peu clore ce podcast. En fait, on a vraiment là parlé de ce que ça pouvait être un objet de recherche, en Oui, fait, et c'est ça qui était important dans ce deuxième épisode de Plier le Game, pour comprendre, en fait, ce qu'on étudiait et comment est-ce que c'était difficile aussi de parler de compétences et de faire de fausses promesses, parce qu'en fait, quand on dit jeux vidéo et compétences, eh ben, les gens disent: «Ah ouais, c'est clair, j'ai ça comme compétence». Bah, OK, mais qui te l'a dit? Qui t'a prouvé que c'était ça? parce qu'on ne Et se voilà, déclare, faut le rappeler, on ne se c'est ça. déclare jamais soi-même compétent. Et voilà, On se c'était déclare jamais soi-même compétent. je pense que c'est ça aussi le mot de la fin, et on peut, voilà, on peut être aidé, Mmh. parce que c'est vrai que quand on fait son CV quand même, on part, de compétences, mais c'est quelque chose qui a été quand même, heu, attesté par d'autres, en fait. Bah, complètement. Oui, c'est ça. Et C'est attesté soit par un diplôme, tu vois, soit par les autres. Quand tu es recruté, par exemple, c'est qu'on reconnaît que tu es compétent, que tu as ce potentiel et que tu es capable de. on va faire tu sais, comme dans un certain réseau social, on doit donner les compétences aux autres. On va effectivement proposer aux joueurs d'écrire, de faire des commentaires sur les autres, tu sais. Bon, on Dans le dira pas respect qu'ils sont, et ils
C'est ça, dans le et respect. avec éthique, on peut tout faire. C'est ça, dans le Faire beaucoup respect de avec choses. éthique, en mettant bien les champs. Oui, moi aussi, en le disant, je me suis dit, vu la façon de commenter de certains, Voilà. parce que voilà, et c'est juste pour annoncer le podcast de demain. Nous, on fait un deuxième podcast Alda Digital sur la mixité dans la tech. Euh, et c'est vrai que quand on parle compétences et jeux vidéo, on se heurte aussi à des biais de genre. Oui. Et le fait que certaines filles peuvent pas jouer à tout parce que il y a certains milieux qui sont très violents. Et on l'a rapidement évoqué ça aussi. Donc, qui a des biais d'accès parce qu'elles n'ont pas accès à la console, donc elles n'ont pas accès à certains types de jeux. Et voilà. Donc, on va un peu parler demain. Donc, on vous invite à écouter Formidable. notre podcast sur la mixité dans la tech. On a aussi travaillé sur le sujet ensemble un Oui, peu c'est vrai. demain. Donc, on est presque à la fin de ce podcast. Je pense qu'on a fini. On vous rend l'antenne. Merci beaucoup, Najwa. Merci beaucoup, Catherine, pour cet échange. Merci.